Que vous soyez un particulier ou un professionnel, si vous avez un projet immobilier en Espagne, ce podcast Ne perd pas le Sud vous servira de boussole. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, car je vous livrerai au fil des épisodes des astuces et des recommandations pour vous aider à sécuriser en toute éthique vos projets. Hola a todos y todas, je m'appelle Audrey Clemenceau. Je suis avocate spécialisée en droit immobilier, inscrite au barreau de Barcelone et aussi agente immobilier en Espagne. J'accompagne depuis maintenant plus de 17 ans mes clients, français ou francophones, dans leurs projets immobiliers sur tout le territoire espagnol, qu'ils portent sur un achat, une vente, de la construction, des baux commerciaux, de la cession d'actifs immobiliers ou de fonds de commerce, ou encore une succession entre la France et l'Espagne. Je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast et bonne écoute! Acheter un bien immobilier dans le cadre d'une vente aux enchères, c'est s'assurer une très belle plus-value, ou alors une rentabilité ultérieure intéressante. Pourquoi ? Tout simplement parce que le prix est beaucoup plus bas que le prix du marché. Mais attention, il faut être vigilant aux dettes qui peuvent être rattachées au bien. Et pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc dans cet épisode, je vous livre 7 conseils si vous êtes intéressé par ce type d'investissement. Alors tout d'abord, comme d'habitude, dans tous mes épisodes, je commence par un contexte, le contexte client. Quel est-il ? Mon client dispose de fonds propres. C'est important, on y reviendra, ça fait partie d'un des 7 conseils. Et il cherche tout simplement à placer son argent pour obtenir une bonne rentabilité. Il est intéressé par un local commercial qui se situe sur le remblai de Segur de Calafell, dans la province de Tarragone. Et il m'appelle, il me dit « Voilà Audrey, j'aimerais me porter acquéreur sur ce local ». Quand je commence à regarder, je m'aperçois qu'il ne s'agit pas d'une vente traditionnelle d'un bien immobilier comme j'ai l'habitude. La majorité on va dire 99% de mes clients achètent dans le cadre d'un achat traditionnel. Là, je me rends compte qu'il s'agit d'un local commercial vendu dans le cadre d'une vente aux enchères. Donc, c'est très différent. Il y a des règles spécifiques à l'Espagne, bien évidemment, on va en reparler. Mais surtout, il faut être vigilant à certaines choses dont on va parler. Comment ça se passe et quels sont ces 7 conseils ? C'est ce que je vais vous dérouler dans cet épisode. Le premier conseil, c'est de faire un audit juridique. Comme dans un achat traditionnel, c'est une des prestations que je propose à mes clients. Mais le problème qu'on va avoir dans les ventes aux enchères, c'est qu'en règle générale, on a très très peu d'informations. Pourquoi ? Parce que la vente aux enchères, généralement, est mise en place par le créancier, donc soit un fonds d'investissement, soit une banque. Et donc, on n'a pas accès au propriétaire directement, qui est donc le débiteur de ce créancier. Et on n'a donc pas l'information sur certaines choses. Mais plus ou moins, on peut avoir une idée générale, notamment le nom du propriétaire, la situation sur les charges du bien, est-ce qu'il y a des hypothèques, est-ce qu'il y a des saisies, est-ce qu'il y a des servitudes. Tout ça, on va pouvoir le savoir. On va pouvoir connaître la date de construction de l'immeuble. Ça va nous donner des informations sur l'inspection technique des édifices qui a fait l'objet d'un épisode précédent. Mais on ne va pas avoir d'informations sur 2 choses importantes. La copropriété, parce qu'on ne va pas avoir accès à la copropriété. On ne va donc pas avoir accès aux charges de copropriété ni aux travaux de copropriété. Et en règle générale, on n'a pas non plus accès à ce qu'on appelle la taxe foncière. En Espagne, on appelle ça l'IBI, l'impuesto de bienes inmuebles. Donc, sur ces 2 points-là, en règle générale, on a très très peu d'informations, mais on peut quand même avoir une idée, brosser un portrait, on va dire, de qui est le propriétaire et où en est le local. Il faut aussi comprendre le contexte de la procédure, parce qu'on est dans une procédure devant les tribunaux. C'est une vente aux enchères. Donc là, le notaire n'intervient pas dans ce type d'opération, c'est le tribunal. Donc c'est le tribunal qui va marquer les délais, le timing, on en reparlera un petit peu plus en détail. Ça peut être bien plus long qu'un achat traditionnel devant notaire, donc ça, il faut le savoir. Et puis, c'est important de savoir le montant de la dette, qui cherche à récupérer sa dette, qui a entamé la procédure, est-ce qu'il y a plusieurs créanciers sur le bien, est-ce qu'il n'y en a qu'un ? Savoir un petit peu le contexte de la procédure, c'est important. Et puis, savoir aussi quel est le prix de sortie de la vente aux enchères, parce que c'est ça qui va nous marquer le prix minimum d'investissement. C'est-à-dire qu'une fois que la vente aux enchères sera ouverte, parce qu'une vente aux enchères, il y a des délais à respecter,
La procédure peut être commencée et puis le tribunal va déclarer que tel jour, de telle heure à telle heure, la vente aux enchères est ouverte. Tout est télématique, tout se fait online, il n'y a pas besoin... peut-être quand je dis vente aux enchères, vous pensez à un commissaire-priseur avec son petit marteau qui dit qui en dit plus, etc. Non, ce type de vente aux enchères devant les tribunaux, ça se fait devant votre ordinateur. Donc, il n'y a pas besoin de se déplacer. Mais il faut savoir quand même qui fait cette vente aux enchères, quand est-ce qu'elle a lieu et quel est le prix minimum. Parce qu'il y a toujours un prix minimum qui est défini en dessous duquel on ne peut pas présenter d'offre. L'offre sera donc le prix minimum et puis après, il faut voir s'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées pour voir si le prix augmente et si d'autres personnes surenchérissent. D'accord ? Ça, c'est important. En règle générale, le prix minimum auquel le bien est annoncé dans le cadre de la vente aux enchères est un prix vraiment très très bas par rapport au prix du marché. Et c'est en ça que ça peut être intéressant et c'est en ça que ça peut vous rapporter une belle plus-value ou une belle rentabilité ultérieure si vous conservez le bien pour le louer. Deuxième conseil, il faut vous faire forcément représenté par un avocat et par ce qu'on appelle un procurador, qui est un avoué. Je sais qu'en France, ça n'existe plus les avoués, mais en Espagne, on a encore cette figure. Ce sont deux professionnels des tribunaux qui vont vous aider pour mieux comprendre la procédure, mais surtout pour vous représenter dans le cadre de la procédure. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous-même toquer à la porte du tribunal en disant « Salut, c'est moi, je veux me porter acquéreur et faire partie des enchères. » Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que vous soyez représenté par un avocat et par un avoué. Donc effectivement, ça comporte des frais. Je ne vais pas vous mentir, aussi bien l'avocat comme l'avoué ne vont pas travailler pour vous gratuitement. Mais comme le prix vraiment de sortie en règle générale est très très bas, si on regarde l'opération dans son intégralité du début jusqu'à la fin, ça peut valoir le coup. Donc ça, c'est important. Et notamment en Espagne, nous les avocats, mais aussi les avoués, donc les procuradores, on ne peut pas représenter nos clients devant les tribunaux sans un document qui s'appelle El Poder para Pleitos. El Poder para Pleitos est une procuration notariée. Alors, il y a deux façons de la faire. Soit on la fait devant le notaire, soit on va directement au tribunal et on fait ce qu'on appelle un apu d'acta. Ça veut dire qu'on nomme devant le tribunal ou devant le notaire les avocats et les avoués à qui on veut confier vos intérêts et votre dossier. D'accord ? Donc ça, c'est important. C'est le deuxième conseil. Vous ne pouvez pas y aller tout seul. Troisième conseil, et pas des moindres, il faut disposer des fonds propres. On n'a pas la possibilité de se positionner sur une vente aux enchères si vous avez besoin d'un financement. Malheureusement, ce sont des opérations intéressantes, mais si vous ne disposez pas des fonds propres, ça ne fonctionnera pas. Quand je dis fonds propres, c'est pas simplement 10%. Non, il faut avoir la totalité du prix minimum. Et puis, si ça surenchérit, eh bien, il faudra que le prix que vous proposez, si finalement vous remportez les enchères, il faudra avoir ce montant sur votre compte bancaire. Ça, c'est très important. Les banques ne peuvent pas intervenir ou vous ne pouvez pas demander de financement dans le cadre de ces achats par le biais d'une vente immobilière. Ça, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'il faudra déposer ces fonds sur le compte séquestre du tribunal. Une fois que les enchères sont fermées et qu'on définit la personne qui a gagné les enchères, donc celle qui a soit proposé un prix, là, notamment dans le cas de mon client, il n'y avait qu'une seule personne, c'est lui qui a proposé un prix, 1 € en plus que le prix minimum, donc le bien lui a été attribué, mais il est possible pour des biens notamment dans la ville de Barcelone ou pour des biens un petit peu plus prisés, qu'il y ait plusieurs intéressés et donc que les enchères montent. Une fois que l'enchère est fermée, on détermine donc le prix le plus cher gagne les enchères. Donc si vous êtes le gagnant des enchères, vous avez un délai après la fermeture des enchères assez court en règle générale. De mémoire, je vais vous dire 10 jours, mais il faudra le vérifier. Ça peut être moins. Durant ce laps de temps, il faut déposer vos fonds sur le compte séquestre du tribunal. C'est pour ça qu'il vous faut les fonds, parce que dans un délai si court, vous n'obtiendrez pas de financement pour que la banque puisse vous débloquer les fonds. Notamment, en plus en Espagne, alors, sauf si vous avez un financement qui provient de l'étranger et à l'extérieur de l'Espagne, ça, pourquoi pas, mais en Espagne, les banques ne vous financent pas sans
Una tasación, c'est une expertise immobilière. Donc, il faut que la personne se déplace pour voir le bien, etc. Donc, c'est totalement impossible de le faire avec un financement d'une banque espagnole dans les délais qui sont marqués par le tribunal. 4e conseil, il va vous falloir être très patient et méditer. Pourquoi ? Parce que les tribunaux en Espagne, dans d'autres pays aussi, mais sont lents. Et pour ce type d'opération, peuvent être très lents. Notamment si vous faites ça dans un esprit d'investissement, de rentabilité, etc. Ce qui peut être totalement le cas, et ce qui était le cas de mon client par ailleurs, parce que, je vous le rappelle, le prix de sortie était vraiment très bas par rapport au prix du marché. Il n'en reste pas moins que les tribunaux sont très lents et votre souci d'investissement ou de rentabilité, très sincèrement, ils ne vont pas du tout le prendre en compte. D'accord ? Donc, eux, ils ont des délais. Et donc là, ça dépend de chaque tribunal. Là, on était devant le tribunal de El Vendrell, qui est dans la province de Tarragone, qui est très, très lent. D'accord ? Mais ce n'est pas parce que vous êtes dans un petit tribunal ou dans un gros que ça va plus ou moins lentement. Ça dépend vraiment de chaque tribunal et du nombre de dossiers qu'il y a sur le dossier du tribunal en question. Donc ça, c'est important. Il faut attendre plusieurs mois entre le moment où l'enchère est ouverte, où vous vous positionnez, le moment où vous déposez les fonds au tribunal sur le compte séquestre et le moment où vous devenez officiellement propriétaire du local avec votre titre de propriété. Dans ce cas-là, le titre de propriété, ce n'est pas le notaire qui le délivre, c'est le tribunal. Et le tribunal doit vous délivrer ce qu'on appelle un decreto de adjudicación et un testamento en plus. Enfin, c'est un testamentario de... Bref, c'est des termes techniques, donc je ne vais pas vous embêter avec ça. Mais en tout cas, c'est un document officiel émis par le tribunal qui est votre titre de propriété. D'accord ? Donc, pour vous donner une petite idée, dans le cas concret de mon client, lui, il avait fait le virement en septembre 2023 et il a obtenu son titre exécutoire, donc ce titre de propriété, en octobre 2024. Donc, vous voyez, il y a eu plus d'1 an durant lequel les fonds ont été bloqués. D'accord ? Et ça, ce sont des délais qu'on ne maîtrise pas, enfin, que moi, en tant qu'avocate, je ne maîtrise pas, le client encore moins, et que personne ne peut maîtriser puisque ce sont des délais qui vont être imposés directement par le tribunal. D'accord ? Donc, si c'est pour faire un investissement parce que le prix c'est très bas, parfait, mais il va falloir ensuite être patient pour voir votre retour sur investissement. Et pendant ce temps-là, évidemment, votre argent est bloqué sur le compte séquestre du tribunal. Je ne vous cache pas qu'il n'y a pas d'intérêt. Le tribunal, il ne va pas vous rémunérer avec des intérêts durant ce temps. Donc, effectivement, là, il y a une décision économique à prendre de dire est-ce que je suis prêt à bloquer cet argent sans intérêt, sans rentabilité, durant 1 an, peut-être un petit peu plus, pour me porter acquéreur d'un local commercial ou d'un bien à un prix vraiment hors du marché et intéressant. Le 5e conseil, c'est que devenir propriétaire d'un bien ne signifie pas être en possession de ce bien. Ce sont des termes juridiques, ce sont des concepts juridiques que j'ai longuement expliqués durant un épisode passé qui est l'épisode numéro 9, qui expliquait bien la différence entre la propriété et la possession. Donc, je ne vais pas revenir trop sur ça dans cet épisode, mais en tout cas, vous pouvez devenir propriétaire d'un local qui est vendu dans le cadre d'une vente aux enchères, mais attention, très certainement, vous ne pourrez pas visiter ce local et il faut quand même vérifier qu'il n'est pas occupé, donc squatté par ce qu'on appelle en Espagne les ocupas, ce sont des squatteurs. D'accord ? Parce que si vous vous portez acquéreur et que le tribunal vous donne votre beau titre de propriété comme quoi vous êtes propriétaire, ils ne vont pas vous donner les clés. Il va falloir ensuite vérifier qui a les clés de ce local. Est-ce qu'il y a un locataire en place ? Est-ce qu'il est vide ? Est-ce qu'il est occupé illégalement par des squatteurs ? Si c'est le cas, attention, là, la procédure va se compliquer parce que vous ne pourrez pas tout de suite disposer de la possession du bien. Il va falloir mettre en place, allonger la procédure et la transformer après en réclamation de possession de local et expulsion des occupants illégaux. Donc, heureusement, dans notre cas avec mon client, on n'a pas eu ce cas de figure parce qu'il y avait un locataire en place
C'était un restaurant. Donc d'ailleurs, le restaurant a été ouvert pendant toute la procédure de vente aux enchères. Donc mon client, tout simplement, a toqué à la porte du restaurant. Il s'est fait connaître. Il a expliqué qui s'était porté acquéreur du local dans le cadre de la vente aux enchères. Il a parlé directement avec la locataire et du coup, on a mis en place un bail commercial. Mais il aurait pu, ce local, être totalement fermé ou être occupé. Auquel cas, ça peut compliquer les choses, donc il faut être vigilant sur ce point-là. Un 6e et avant-dernier conseil, une fois que vous devenez propriétaire, là, vous allez être légitime à demander les informations que vous n'auriez pas reçues dans le cadre de la procédure aux enchères. Rappelez-vous, je vous ai dit, c'est très compliqué, voire presque impossible, d'obtenir les informations et renseignements par rapport à la copropriété, donc au syndic de copropriété, et par rapport à la mairie, les taxes foncières. Là, une fois que vous êtes propriétaire et que vous avez votre titre de propriété, pour le coup, ces personnes et ces organismes doivent vous donner l'information puisque vous êtes le nouveau propriétaire des lieux. Donc, il faut être vigilant. Et là, encore une fois, on peut avoir des mauvaises surprises. Parce que rappelez-vous, si on n'a pas eu cette information en début de procédure, là, vous l'avez, mais vous êtes déjà propriétaire. C'est-à-dire que pour le coup, cette information, elle est à prendre telle qu'elle est. Vous n'allez pas pouvoir me dire, non, André, en fait, il y a une grosse dette au niveau de la taxe foncière, ça ne m'intéresse plus. Mais non, parce que vous êtes déjà propriétaire, toutes les démarches ont été faites pour que vous soyez et deveniez propriétaire. Donc là, encore une fois, il faut faire attention aux mauvaises surprises. Parce qu'en tant que repreneur d'un local ou d'un appartement ou d'une maison, dans le cadre d'une vente aux enchères, vous êtes redevable vis-à-vis de la copropriété et de la mairie dans le cadre du paiement de la taxe foncière de l'année en cours, plus les 4 dernières années. Sauf, il y a un petit sauf, si la prescription a été levée. D'accord ? Je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que c'est assez technique et complexe, mais en tout cas, je veux que vous reteniez qu'en principe, votre risque économique peut être quantifiable. C'est ce qu'on avait fait avec mon client. On avait quantifié le risque économique, notamment parce qu'il connaissait quelqu'un qui était dans le même immeuble, donc il savait plus ou moins les charges de copropriété, et puis il connaissait bien la région, donc il savait plus ou moins à combien pouvait s'élever la taxe foncière. Donc on avait fait un calcul de risque en disant, au pire du pire des cas, vous reprenez le local et vous devez payer l'année en cours plus les 4 dernières années. Donc on avait fait un calcul de risque des 5 dernières années. Voilà, après, on ne pouvait pas savoir si la prescription avait été levée ou pas, mais ça, c'est à vérifier et c'est du cas par cas. Voilà. Le dernier conseil, ou du moins pour clore cet épisode, quelles sont les alternatives qui s'offrent à vous et qui vous permettent d'obtenir une belle rentabilité ou une belle plus-value, c'est qu'il existe, donc une fois que vous devenez propriétaire, vous avez toute l'information sur tout, il existe 2 options. Soit le local est conservé, alors je dis local, mais ça peut être appartement ou maison, mais soit le bien est conservé, donc vous conservez la propriété, vous restez propriétaire et vous le mettez en location, auquel cas vous avez une très belle rentabilité, notamment ces derniers mois, ces dernières années, en fonction de la zone géographique dans laquelle vous pouvez vous trouver en Espagne, mais notamment les grandes villes comme Barcelone, Madrid ou Valence. Les loyers sont très très élevés, malheureusement pour les locataires, mais ça peut être donc une voie de bonne rentabilité pour les propriétaires. Et donc dans ce cas-là, vous avez pour un bien qui a été acheté vraiment à un prix très très bas, une belle rentabilité puisque là, vous pouvez avoir un loyer assez important. Et l'autre alternative, c'est celle d'ailleurs que mon client a décidé de prendre, c'est tout simplement de revendre ce bien sur le marché traditionnel de la vente immobilière, puisque vous l'avez acheté donc vous aux enchères à un prix très très bas et vous le revendez au prix du marché, tout simplement. Donc là, vous pouvez avoir, alors certes, rappelez-vous, vous avez un petit peu plus d'1 an où les fonds sont bloqués, mais derrière ça, notamment si vous connaissez un petit peu le marché dans lequel se situe le bien, vous pouvez avoir une idée et faire un calcul de rentabilité en disant ce bien, je veux le vendre le double de ce que moi, je l'ai acheté,
malgré le fait que pendant 1 an, cet argent a été bloqué et je n'ai pas eu de rentabilité dessus. Le jeu en vaut la chandelle et pour mon client, ça a été le cas. Donc, il ne s'est pas posé la question plus de temps, notamment parce que dans sa logique d'investissement, il souhaitait récupérer et disposer de fonds pour investir autre chose et il avait d'autres projets. Donc pour lui, le garder en rentabilité, c'était pas forcément nécessaire. Enfin, c'était même un frein par rapport à ses projets d'investissement. Donc il avait choisi la deuxième option, de le revendre. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Si ce contenu vous plaît, je vais vous demander bien évidemment de soutenir mon travail si vous souhaitez le recommander à quelqu'un ou tout simplement mettre une note sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur mon canal YouTube. Merci, à très vite.